벌써 며칠째 소민이 학교에서 돌아오는 길에 무작위였다. 그런데 어제까지 기운 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고 있다. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e jour du festival Corps de texte, en ligne et en voyage immobile. Nous allons parler d'un projet qui s'appelle Trace, mené par plein de personnes différentes et nous allons en parler ce soir. Et donc, j'ai aujourd'hui avec moi au plateau Delphine Jaroszynski, qui est responsable de la communication aux hôpitaux Iris Sud, accompagnée de Chiara Moncada, conseillère de prévention pour les aspects psychosociaux également aux hôpitaux Iris Sud, Caroline Lamarche, donc, qui est auteure que je ne vous présente plus et que je suis heureuse de encore accueillir dans le cadre du festival Corps de texte, car nous collaborons régulièrement, et Gaël Turine, qui est avec nous virtuellement, qui donc lui est photographe. Donc merci à toutes et tous d'être avec moi ce soir pour parler de ce très beau projet. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on découvre un ouvrage qui est né de manière un peu surprenante et avec des contenus très d'actualité dans un cadre de pandémie et qui a été un projet qui a démarré au mois de mars, donc ce projet Trace. Et l'idée, c'est que nous échangeons autour. Donc on va vous parler de la genèse, du pourquoi, du comment. On va vous présenter en exclusivité une lecture avec des projections photos de l'ouvrage et ensuite nous pourrons rééchanger au plateau tous ensemble. Et il y a évidemment une séance de parole virtuelle possible avec le chat que vous pouvez retrouver via Facebook ou la chaîne YouTube. Donc voilà pour le programme du soir, donc c'est parti. Merci donc à vous toutes et tous. Je voulais simplement au début, peut-être Chiara, qu'on nous parle de qu'est-ce que c'est que ce projet et qu'est-ce qui fait que les hôpitaux Iris Sud collaborent avec Caroline et Gaël en ces temps si complexes de pandémie. Qu'est-ce qui fait qu'un hôpital fait ce choix d'aller chercher des artistes? Alors, au début de la première vague, il apparaissait urgence capitale de créer une cellule de soutien psychologique et psychosocial pour le personnel hospitalier. Et donc le PEPS a été créé d'une collaboration entre les psychologues du terrain, de l'équipe du docteur De Smet, avec les conseillères en prévention pour les aspects psychosociaux, le but étant de donner la possibilité aux travailleurs de prendre contact facilement avec nous pour avoir l'occasion d'échanger. Et par cet intermédiaire du PEPS, on l'a appelé comme ça, une psychologue pour les enfants qui s'appelle Déborah Cordier m'a contactée et m'a informé qu'elle entendait des personnes crier à l'aide pour qu'on les entende, pour qu'elles puissent déposer quelque part ce qu'elles vivaient, ce à quoi elles étaient confrontées. Et donc, ça a été une première rencontre pour moi avec Déborah Cordier, avec laquelle je n'avais jamais collaboré. Toutes les deux, on s'est dirigées vers Delphine, qui est ici à ma gauche, pour lui faire part d'une idée de recueil de témoignages. Donc tout est parti d'un cri du terrain qui a été réceptionné par Déborah, transité par moi, pour arriver jusqu'à Delphine. Et donc l'idée de base, c'était quelque part simplement de pouvoir avoir un lieu d'expression à l'intérieur du personnel soignant ou même complet des hôpitaux. Et on va parler du coup de ce pourquoi maintenant on en arrive à un objet, parce que c'est de ça dont on va parler. Au départ, c'était recueillir des témoignages. Et donc l'idée de Déborah, ça a été de contacter un photographe. Et donc on a rencontré Gaël, qui lui-même nous a fait rencontrer Caroline. L'énergie était particulièrement positive, quelque chose s'est passé, une forme de magie entre nous. Et on a construit ce projet qui est à la fois multidimensionnel, puisqu'il s'agissait de prendre des membres du personnel en photo et de leur proposer aussi d'écrire directement des témoignages et de les adresser directement à Caroline, puisqu'on a créé même une adresse mail. Donc les gens sont adressés directement à elle. Et on a présenté ce projet à la direction et on a été soutenu directement. On a eu l'appui de la direction et voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Avant de parler du détail de comment les choses se sont passées, je vais me tourner vers Gaël. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit une telle demande dans cette période si particulière d'un hôpital? Quelle est ta première réaction? Voilà, tu as un rapport au portrait et à l'humain qui est très très fort dans ton travail de photographe. Donc, quelle a été ta première réaction et qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à Caroline par la suite? Oui, mais je me suis
assez rapidement dit que... Bon, d'abord, je n'avais pas été dans les unités pendant la première vague, pour différentes raisons. Et donc, mais néanmoins, j'avais envie de travailler autour sur la pandémie, mais je n'avais pas encore trouvé le canal, le moyen, la bonne manière, en tout cas, de pouvoir en parler tel que ça m'intéressait. Et lorsque Déborah Cordier m'a contacté, j'ai d'abord imaginé plutôt faire une forme de reportage, documenter le quotidien de l'hôpital après la première vague. Et puis finalement, l'idée d'aménager un studio dans chacun des quatre sites des hôpitaux Iris-Sud est née. Et donc l'idée du portrait est apparue. Et le portrait m'a semblé être un bon moyen de revisiter finalement ce que le personnel hospitalier avait traversé. Et lorsque d'emblée, Déborah et Picara m'ont évoqué donc l'importance de récolter des témoignages, j'ai pensé à Caroline Lamarche. J'avais eu l'occasion de collaborer avec Caroline sur un autre projet, et puis je connaissais ce qu'elle avait pu réaliser aussi en milieu carcéral, etc. Enfin, il m'a semblé presque une évidence que si Caroline acceptait de participer au projet, elle était vraiment la bonne personne pour se lancer dans ce projet de récolte de témoignages et de le restituer tel qu'elle l'a fait aujourd'hui. Voilà. Et du coup, Caroline, quand Gaëlle est venue te trouver pour ce travail-là, quelle a aussi été ta première réaction? Et parce qu'on est quand même dans une période très particulière où, encore maintenant, mettre les pieds dans un hôpital, c'est à la fois complexe, mais on y reviendra sur les questions de sécurité, mais aussi c'est troublant. Donc on dépasse le témoignage traditionnel, j'ai envie de dire. Voilà, Gaëlle vient d'évoquer ton travail que tu as pu mener dans les prisons aussi. Qu'est-ce que ça convoquait chez toi, indépendamment de la collaboration que vous aviez déjà pratiquée ensemble? Mais je dirais accueillir la parole. Et j'ai eu l'idée de poser une question très simple, de demander aux personnel des hôpitaux Iris-Sud, que pourriez-vous dire à propos de la période que vous venez de passer, que vous seul pourriez dire, ou que vous seul pourriez raconter. Ce qui appelle tout de suite, ce qui convoque tout de suite, je dirais, le personnel, l'intime, les histoires, les récits. Parce qu'il faut sortir des grands mots qu'on a lus partout, solidarité, douleur, tout ça est vrai. Mais il y a aussi, derrière chaque parole, une personne avec son histoire personnelle, familiale, sa position dans l'hôpital, sa nationalité, sa fonction. Et chacun, donc, a quelque chose de très particulier à dire. Et voilà, j'étais un peu, en quelque sorte, je dirais une boîte aux lettres, parce que Gaëlle était surtout sur le terrain. Et moi, je suis venue sur le terrain un peu de temps. Ça a été magnifique. J'ai assisté à une séance de photos, j'ai recueilli des paroles à ce moment-là. Mais au fond, j'étais plutôt une adresse. J'ai reçu des témoignages audio aussi. Voilà. Alors ça, c'est important, le rapport à la parole. Enfin, en fait, ce que vous dites tous les deux, c'est que vous avez à la fois réhumanisé un peu tout ça, parce qu'on est dans un espèce de tourbillon d'informations, de non palpables. Enfin, donc j'ai l'impression que vous avez été chercher vraiment l'intime sans devenir voyeur, ce qui est une grande force dans vos projets en général, je trouve. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'il y ait, je trouve, du témoignage audio, c'est que du coup, c'est aussi une forme d'intimité peut-être un peu plus forte que quelqu'un qui passe déjà par le filtre d'envoyer un mail. Et donc c'est quand même une démarche qui prend du temps, tout le monde n'écrit pas de la même manière. Tu viens de parler des nationalités aussi, donc le langage peut être tronqué. Donc je trouve intéressant que les témoignages aient pu être récoltés de manière diverse. Ça, je ne sais pas très bien... Ça, c'était vraiment un souhait de l'hôpital, c'est que la démarche, le projet soit accessible à tous. Alors on s'est rendu compte que certains avaient envie d'être photographiés, mais n'avaient pas envie d'écrire, ou avaient envie d'écrire et de ne pas participer au shooting. Et en organisant les shootings, à la sortie de ceux-ci, on s'est rendu compte que certains avaient envie de parler. Et donc on a recueilli cette parole, on les a enregistrées et on a retranscrit leurs paroles qu'on a envoyées à Caroline. Donc comme ça, chacun a eu la possibilité de s'exprimer. C'était ça vraiment l'importance du projet. Et on est 2000 à l'hôpital, aux hôpitaux Iris-Sud, et presque 200 personnes ont participé à l'aventure.
Si je suis en fait, le mot de transcrire, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai reçu vraiment les témoignages bruts, que ce soit par écrit ou sous forme audio. Mais tous ces témoignages, je n'ai pas modifié un mot. Ça, c'est super important. Il y a eu un travail de montage important. Vraiment, oui, de montage. Et de l'ordre de changer simplement l'ordre des phrases. Et de rapprocher certains témoignages d'autres pour créer un mouvement dans l'ensemble des textes. Mais j'ai vraiment pas changé un seul mot. Ce sont leurs mots à eux. Et Gaëlle, quand tu es allée faire cette chambre spécifique de portrait, est-ce que tu as concentré dans la temporalité ou est-ce que tu allais régulièrement? Est-ce que tu as vu des évolutions? À quelle période concrètement ça a pu se mettre en place? Mais les portraits ont eu lieu pendant l'été et il y a eu un certain nombre de jours consacrés dans les 4 sites. Il y a 2 ou 3 des sites où j'ai même passé, je pense, 4 jours avec un agenda très rempli. Donc, c'était des journées extrêmement denses. La densité, mais la densité ne venait pas de l'agenda qui était fort rempli. La densité, elle venait de ce qui était déposé dans ce studio et de ce que ce studio est devenu pour chacune des personnes qui a accepté de participer au projet et d'être photographiée. Il y a là une intensité extrêmement forte dans ce que ces personnes ont bien voulu nous livrer. Quand je dis nous, c'est parce que moi je suis le photographe, c'est vrai que nous n'étions que 2 dans cette pièce. Il y avait la personne et moi, mais je sais que si les personnes ont été capables d'être à ce point dans la collaboration, vous savez, des portraits comme ça, c'est un portrait collaboratif. Le photographe seul, il ne peut rien. Il y a vraiment quelque chose qui s'échange entre la personne photographiée et moi. Mais je sais aussi que les mots qui ont été utilisés pour expliquer le projet, le fait qu'ils aient bien senti, que chacune des personnes a senti qu'il y avait une validation absolue de la part des hôpitaux et donc de l'administration, qu'il y avait toute une équipe derrière, etc. Tout ça a joué. Vous savez, je vais reprendre cette expression un peu bête, mais que je crois vraiment, auquel je crois vraiment, c'est qu'une bonne photo, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est que finalement, en ce qui me concerne, les photos, finalement, ce n'est que les photos qu'on va voir maintenant dans le montage ou qui sont reprises dans le livre. C'est une sélection, mais ce n'est que la partie visible d'un immense travail où il y a eu où a régné la confiance, la bienveillance, je pense une certaine finesse, une extrême attention. Voilà, bon bref. Et donc, je m'égare un peu, mais toujours est-il que voilà, ce studio, voilà, ici est joué une expérience humaine qui reste de l'ordre de l'inexplicable pour moi, mais bon, voilà. Mais j'ai l'impression que tout le projet a quelque chose de à la fois l'inexplicable, un peu presque magique et surprenant, parce qu'on connaît l'urgence dans laquelle se sont trouvés les hôpitaux encore maintenant, on y reviendra après, et quelque part qu'il y a eu cette prise de conscience, cette nécessité de dire attention, ayons cette attention et ce temps consacré à récolter et à en faire un objet et à donner, à livrer à 2 artistes. Je trouve ça quand même très surprenant. Et Gaëlle l'a évoqué, effectivement, c'est devenu un livre. J'aimerais bien que vous parliez quand même toutes les deux de tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que cette nécessité de faire parler le personnel devient un objet au public. Alors là c'est là-dessus que moi je trouve qu'il y a une rencontre très forte, parce que c'est à mes yeux nécessaire de livrer à un public, mais comment ça se monte, comment ça se crée, comment le projet se transforme. J'ai l'impression que tout ça s'est fait de manière tellement naturelle que voilà, j'ai quand même envie de vous en entendre parler. On est vraiment des privilégiés en rencontrant deux artistes. On en rencontre une troisième, c'est la graphiste qui a l'habitude de travailler avec Gaëlle et qui commence à mettre en forme ce livre. Et puis ce livre commence à vivre.
Et puis on se dit avec la direction qu'il va falloir en écrire la préface. Et puis on se dit que ça ne va pas fonctionner, que l'équipe Trace ne peut pas raconter elle-même le dispositif. Et on confie la rédaction de cette préface à Pascal Chabot, qui est philosophe. Et de cette rencontre avec Pascal naît une autre idée, c'est celle de faire sortir ce livre qui au départ est destiné aux membres du personnel. Donc au départ, c'est distribuer Trace aux 2000 personnes qui constituent le personnel HIS. Qui vont d'ailleurs le recevoir. Qui vont le recevoir dans quelques jours, puisque l'impression est en train de s'achever. Et puis on se dit là, Pascal nous dit qu'il faut faire sortir l'expérience, les témoignages c'est tellement universel ce que vous vivez à l'hôpital que vous devez en parler à l'extérieur. Et là, l'aventure continue. On va solliciter la direction et on va solliciter des subsides aussi. Et on les obtient. Et donc, on se dit, on se lance. Et puis, on contacte une maison d'édition qui accepte de nous suivre. Peut-être, Gaëlle, ça m'intéresse que tu réagisses sur le rapport à l'édition, parce que c'est quand même, tu es lié à cela. Et il y a quelque chose de surprenant dans ce que vous avez choisi de mettre en place. Peut-être que c'est intéressant que vous complétiez à ce sujet-là, concernant justement le rapport aux témoignages et aux photos. Tu peux en parler peut-être Oui, en tout cas par rapport au livre, voilà, chacun y va évidemment de son histoire, de sa sensibilité. Donc Chiqui Garcia, qui est la graphiste qui a mis en page le livre, me semblait être une personne de par son histoire, de par ce qu'elle est, de par son intérêt pour la photographie, de par son extrême sensibilité pour le texte, et qui a, je pense, proposé une architecture pour cet objet qui convient. Parce que finalement, il y a deux formats, il y a deux supports, il y a deux canaux narratifs qui devaient absolument fonctionner ensemble. On a à la fois les textes et puis les photographies. C'est pas toujours, c'est un exercice difficile que de les faire rencontrer de manière juste, de manière équilibrée. Et elle a fait Chiqui a fait des choix de mise en page, de choix de papier, etc., qui sont très judicieux, qui sont, je pense, assez justes. Et c'était absolument primordial de pouvoir collaborer avec avec une personne qui soit à ce point raccord avec le projet, parce que depuis le départ, il y a eu l'idée du livre. Après, est-ce qu'il allait se réaliser ou pas? C'était une histoire de financement, de subsides, de soutien, etc. Donc tout ça, heureusement, s'est bien déroulé. Mais la déclinaison sous forme d'un livre était, depuis le départ, c'était l'objectif. Et donc, c'était aussi, selon nous, la manière la plus fidèle de restituer à la fois, dans un premier temps, aux membres du personnel, et puis après, dans un public plus large au travers du réseau des librairies, voilà, la forme la plus... il n'y a pas de la plus, parce que finalement, d'autres livres auraient pu très bien fonctionner, d'autres formes données à ce travail auraient pu bien fonctionner, mais en tout cas, celle-là, visiblement, nous convient complètement, et c'est très, très satisfaisant. Vraiment... Ce qui est peut-être important de préciser, mais on peut réagir à ça, c'est qu'on n'a pas dans le résultat qui n'est pas encore visible un témoignage, une photo. On n'est pas du tout dans un rapport de corrélation. Le but n'est pas d'illustrer, que ce soit par le témoignage ou par la photo. Et effectivement, il y a quelque chose de très fin dans cette simple idée déjà. Donc peut-être, Caroline, j'ai envie de t'entendre parler là-dessus, sur le fait qu'il y a aussi, du coup, je trouve une grande liberté, malgré le fait que tu n'aies pas changé un mot, que cette idée a émergé de ne pas forcément faire correspondre. Est-ce que quelque part, tout ne se tisse pas aussi grâce à tout ça, et voilà, parce que récolter des témoignages, c'est une chose, mais voilà, est-ce que... Je pense que dans une grande partie de mon travail a été de m'imprégner de cette masse de textes et de voix, de les absorber, de les faire miennes en quelque sorte, de m'en nourrir, et de les lire et de les relire. Et au bout d'un moment, quelque part, les phrases les plus puissantes, les plus fortes, les plus nécessaires émergent. Et il arrive que sur un texte de 3 pages, on garde 3 lignes, mais la personne est là, et la personne est vraiment là. Et quant à ne pas faire correspondre, ça semblait évident, comme on l'a dit, dans la mesure où certaines personnes voulaient être photographiées
et ne pas écrire ou ne pas parler, d'autres au contraire s'exprimer et ne pas être photographiés, il est évident que ça crée le dispositif du livre automatiquement. Après, il y a un autre dispositif qui est le nombre de pages. Moi, je sais que j'avais 40 pages. Ça devait tenir dans 40 pages. Et donc, j'aime beaucoup les contraintes. J'aime travailler à la contrainte, mais quand même, c'était assez difficile de... c'est une forme de sacrifice quand même de devoir faire un choix. Voilà. Très bien. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est de quand même vous dévoiler la couverture du livre. Donc qui est celle-là. Nous n'avons pas l'intérieur, mais comme ça on a le format, on a quand même tout ce rapport esthétique aussi à la typographie que je trouve vraiment très très beau. Et peut-être, je pense que c'est le moment peut-être de s'immerger dans ces témoignages et ces photos, en tout cas un court extrait, puisque là, Caroline, avec les deux comédiens, vous allez le voir, on fait un montage du montage présent dans le livre. Et ensuite, l'idée, c'est de simplement échanger sur les contenus, sur la nécessité de tout ça, on en a un peu parlé. Mais je pense que le mieux, c'est qu'on vous partage, en fait, le contenant de cet ouvrage. Voilà, donc bonne écoute à tous. Donc ça dure 16 minutes, c'est à la fois une écoute et un regard. Et simplement vous dire que les premières phrases du comédien sont justement issues de ce philosophe Pascal Chabot qui donne le contexte quelque part du projet. Voilà. Nous voilà de retour sur le plateau. On ne peut pas nier une certaine émotion parce que voilà, ces témoignages sont forts, il y a quelque chose de très prégnant. Donc du coup, j'avais envie de me tourner vers vous deux parce qu'on a parlé du processus de mise en place, de récolter les témoignages. Qu'est-ce que ça fait de les recevoir? Vous qui connaissez en plus les personnes concernées. Depuis qu'on s'est assis sur le plateau, on est entouré par nos collègues là, qui défilent. Là, on vient d'entendre des comédiens lire leurs textes. Moi, je suis particulièrement émue. Enfin, j'ai envie de remercier en fait le personnel des hôpitaux qui nous a fait confiance, tous ceux qui ont déposé, tous ceux qui se sont montrés, qui se sont mis à nu devant Gaëlle. Moi, j'ai juste envie de leur dire merci. Chiara. Évidemment, je la rejoins pleinement. Dans le dispositif, j'étais là pour accueillir les collègues qui venaient dans le studio organisé par Gaëlle. Et donc là, il y avait une certaine énergie. Puis quand la personne quittait le studio, elle disait au revoir à Gaëlle, je voyais qu'une intimité s'était créée pendant ce laps de temps, lors duquel moi j'étais à l'extérieur du studio. J'entendais le clic continu de son appareil photo. Et donc j'accueillais à nouveau la personne à la sortie. Et là aussi, il y avait quelque chose qui se déposait. Pas forcément dans les mots, mais... D'ailleurs, ça génère encore des émotions, pardon. La personne n'était plus la même avant et après le shooting photo. Mais je trouve que c'est vraiment la grande force du projet. On a beaucoup parlé du rapport à l'artistique, etc. Mais c'est qu'en fait, vous avez dès le départ eu ce sentiment qu'il fallait avoir deux axes. On n'est pas que dans le fait de récolter, d'être dans un rapport plus journalistique, mais le fait de portraitiser à un instant présent complexe était essentiel. Et je trouve que cette intuition est très très forte et très importante et encore une fois complète. Peut-être Caroline, même si toi tu les as récoltés, le fait de les entendre, c'est encore autre chose. Même si ce n'est qu'une partie, on est vraiment dans la trace de la trace. Voilà, qu'est-ce que ça fait de recevoir ça comme ça? Et je trouve que Jules et Anne-Sophie ont fait un travail aussi. Oui, moi je voudrais dire vraiment merci à Anne-Sophie Sterz et à Jules Puybarreau parce qu'ils ont dit ces textes avec un tact inouï. Ils sont vraiment rentrés dans le projet et ça a été un projet collectif de bout en bout, de la part de tous les intervenants. Et je pense que le mot de confiance, c'est le mot phare. Mais un des témoignages dit ceci: mes mots m'ont fait ressentir que je devais donner une autre forme à ma vie. Et je pense que c'est ce que nous avons tous ressenti. Mais malgré tout, et je le crains, nous sommes très seuls dans cette impression-là. Je pense que le monde politique ne l'entend pas. Je vois qu'il y a une question à ce sujet. Oui, je pense que les 20 minutes que nous venons de voir et d'entendre devraient être écoutés et vus par tous les hommes et les femmes politiques qui prennent des décisions au sujet de l'hôpital. Personnellement, entre la première et la deuxième vague, je peux dire que ce travail m'a sauvée, m'a donné de la joie, mais que ma colère a grandi
et que je suis du côté des personnes que nous venons d'entendre, vraiment. Je ne sais pas de quoi ça sera fait l'avenir. Quand on a, comme moi, comme nous, des parents qui sont morts en maison de retraite en plein confinement, quand on a, comme moi, comme nous, un enfant qui souffre d'une maladie chronique grave, je crois que nous sommes de plus en plus inquiets par ce qu'on fait des hôpitaux et du soin. Mais c'est clair que la démarche d'ouvrir est essentielle. Je vais prendre la question effectivement que Malik nous pose. Donc ma question est peut-être un peu trop engagée politiquement parlant, mais pensez-vous que ces témoignages peuvent avoir un impact sur le processus décisionnel de nos politiques ? On a le sentiment que rien ne bouge de leur côté, alors que le monde hospitalier appelle à l'aide littéralement. Donc voilà, tu y as répondu en partie, mais effectivement, est-ce que cette dimension politique, et effectivement, ce qui est frappant, c'est que là, on peut parler de temporalité, il y avait un sentiment d'urgence, de réaction, de récolter des témoignages, etc. Là, ça fait 1 an. C'est effrayant, cette temporalité, quand même, et nos sentiments de solitude, de fragmentation, d'être cloisonnés est de plus en plus grande, quelles que soient nos fonctions. Et donc, est-ce que cette volonté politique, elle transpirait le projet voilà, quelle a été un peu la genèse de tout ça? Parce qu'en même temps, vous avez été très soutenus. Comme tu le disais tout à l'heure, par la direction. Par la direction, on a été soutenus par les communes actionnaires de l'hôpital aussi, qui ont accepté, qui ont fait des dons aux hôpitaux, et c'est grâce à ces dons qu'on a pu imprimer Trace. Donc je ne sais pas quelle Trace va laisser, mais j'espère que ça va être important. Moi, je rajouterais que mon métier, c'est de faire la prévention au niveau collectif avant tout. Et donc, c'est le type de projet et le résultat qui est le plus précieux à faire remonter là où ça peut remonter. Donc, si je n'avais pas cet espoir-là, je pense que je ne pourrais plus exercer ce travail. Et je souhaite à toutes les personnes qui ont participé, et évidemment à toutes les autres personnes dans les différents univers de soins, de pouvoir avoir leur voix portée par ce projet-ci et par d'autres qui sont aussi très beaux actuellement. Mais j'aimerais revenir justement sur la temporalité, parce qu'à vrai dire, moi, c'est Caroline qui m'en a parlé au printemps dernier, en disant je suis en train de vivre quelque chose de fort et qu'il faut transmettre et partager. Tu m'avais envoyé quelques petits extraits de prémices qui ont été effectivement à la fois une belle baffe, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'essentiel à recevoir, de très beau aussi. J'aime la beauté qui se dégage de ce projet. Et là, nous sommes le 10 mars 2021. J'ai l'impression que ce temps est en pause permanente. Peut-être que c'est important aussi de parler des temporalités, de l'avant-après. Trace. Donc là, ils vont le recevoir la semaine prochaine, mais quand même, le fait d'être passé, comme tu disais tout à l'heure, par la chambre photographique, par des témoignages, j'imagine que ça a aussi bougé quelque chose. Voilà, donc j'aimerais quand même qu'on revienne au temps de maintenant, parce qu'il fait peur, on ne peut pas le nier, mais comment ça se passe dans les hôpitaux, là? La temporalité, elle est effroyable, parce qu'en fait, il y a exactement 1 an, on accueillait aux hôpitaux Iris Sud une patiente qui est décédée du Covid la nuit du 10 au 11 mars et qui est la première patiente belge à être décédée du Covid. Donc tout s'est enchaîné très vite dans notre hôpital. Et depuis ce premier décès qui a été effectivement très marquant et qui a aussi créé tout ce processus, on en est où dans l'état du personnel soignant aussi? Enfin, on en est où parce que j'entends, c'est un acte très fort, mais qui à un moment donné se clôture aussi. Est-ce que vous avez mis en place autre chose, autrement? Le livre se clôture, mais pas la réalité du Covid à l'hôpital. Donc, on accueille aujourd'hui 39 patients. Il y en a 9 qui sont aux soins intensifs. Ça, c'est les chiffres du jour. Par rapport au personnel, je laisse Clara enchaîner. Alors, par rapport au personnel, c'est bien connu, il est épuisé, et plus que ça, je pense que certains déposent, je ne vais pas dire les armes, mais plutôt les outils, et ont envie de découvrir autre chose, ne se sont pas sentis entendus, non pas forcément par les personnes qui dirigeaient à l'hôpital, mais par l'extérieur. Et je voudrais revenir sur un exemple. J'avais rencontré une personne qui était en souffrance suite à plusieurs événements traumatiques au début de la première vague. Et en fait, Trace lui a permis finalement de traverser un processus thérapeutique en quelque sorte. Donc il y a déjà un chemin qui a été accompli pour beaucoup de personnes. Et j'ai envie de dire que c'est le début d'autre chose. J'espère que c'est aussi le début d'initiatives innovantes à destination du bien-être du personnel.
Oui, et puis des collaborations qui normalement n'ont pas lieu d'être. J'ai cru comprendre qu'avant vous ne vous y étiez jamais croisés. On se disait à peine bonjour. Et Caroline l'a évoqué aussi, les sentiments de solitude, ils sont bien évidemment... Je n'imagine même pas comment ça doit se passer dans les centres hospitaliers, mais nous, citoyens, quelles que soient nos conditions de famille, il y a un creux, un trou la fragmentation est terrible, je crois, chez tout le monde. Enfin, je ne veux pas penser à la place des gens, mais j'ai ce sentiment généralisé qu'on en manque réel d'humain. Et en même temps, on ne doit pas, je pense, oublier ce que tu viens de rappeler, ni l'humain, ni la réalité qui continue. Et donc, voilà, il y a un appel fort, effectivement, politique, parce que l'impuissance est généralisée, en fait. J'ai la sensation de ça. J'aime bien ce que Chiara disait au sujet de l'énergie, parce qu'il y a énormément de personnel qui a changé de fonction pendant le Covid. On a fait d'autres métiers que notre métier principal. Donc ça, c'est très important aussi. Et j'espère que cette solidarité, cette soif d'aller à la rencontre de l'autre va durer au-delà de Traces et au-delà du Covid, au sein de l'hôpital. C'est vraiment une nouvelle énergie qui s'est mise en place. Il y a comme une collectivité, une conscience commune, peut-être, qui s'est mise en place. On a choisi ce nom pour tous les témoins, pour tous les participants. C'est le collectif Hôpitaux Iris Sud. Je trouve que le mot est vraiment très, très fort. Alors, on a une réaction qui n'est pas une question, mais qui est un témoignage d'homme qui dit « Je suis terriblement émue, je pleure et ma colère s'est réveillée. Merci pour ce magnifique projet qui montre à quel point une société de soins doit être urgemment mise en œuvre. » Est-ce que la notion de réveiller est aussi liée au projet? Est-ce qu'il y a quand même aussi cette notion de... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de cris du personnel soignant. Il y a eu beaucoup... Je me souviendrai du fait d'actualité où quand le personnel soignant avait tourné le dos à la ministre. Donc il y a une image forte, quelque chose de l'actualité. Ici, on est encore dans autre chose, avec un pas de côté. Donc est-ce que cette notion de réveiller n'est quand même pas primordiale? Oui. Et bien évidemment, c'est primordial. Et je remarque que les gens sont parfois un peu anesthésiés parce qu'ils traversent dans leur métier de soignants. Eux-mêmes sont anesthésiés par leur propre fonctionnement, par les différents dysfonctionnements aussi au sein de ces univers-là. Et donc, je pense que le fait de partager socialement ces émotions au travers d'un objet qui est le livre, qu'on peut ouvrir, déposer, transmettre, lire, garder dans un coin, etc., ça va permettre aussi finalement de réveiller le plus grand nombre. Oui, puis vas-y Caroline. Moi, plutôt que le mot de réveiller, je dirais le mot de révéler. Et un des témoins dit « ça me donnait de la force de leur donner le visage de leur mort ». C'est l'employé de la morgue qui a pris des risques et qui a même désobéi quelque part. Et nous, ça nous a donné de la force. Et j'espère que cette force va continuer son chemin à travers le livre. Je pense que la lecture que nous avons entendue, elle peut être dite partout, un peu partout. Elle peut être répétée, elle peut être répercutée, elle peut être dite sur d'autres scènes. Et c'est très important que cette force, qu'elle soit prise en compte, qu'elle soit entendue. Sinon, elle va s'épuiser. Ce sont, je crois, les plus engagés qui aujourd'hui sont en train de craquer. Ce sont les plus dévoués, les plus engagés. Il faut s'en rendre compte, parce que quand ils ne seront plus là, ce sera trop tard. Oui, donc la société se fissure de partout, et c'est ça qui est effrayant, en fait. Et d'où l'inquiétude si pas du manque de réactivité, de l'incompréhension dans lequel on est. Il y a un autre témoignage question. Je trouve ça fabuleux qu'au sein de votre infrastructure, vous ayez pu vous créer et vous décrire collectif, mais ne pensez-vous pas que ce collectif devrait unir tous les hôpitaux et maisons de soins belges? Alors là, on rentre peut-être dans la catégorie de l'utopie réalisable. Enfin, pourquoi pas? Parce que quelque part, je disais tout à l'heure, vous êtes combien? Rien que aux hôpitaux Iris Sud, c'est pas une petite chose. C'est 2000 personnes. C'est 2000 personnes, donc finalement... Sur 4 sites. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, parce que là, c'est l'émergence du projet vers le public, quelque part, est-ce qu'il y a eu des demandes déjà, ou d'autres infrastructures, d'autres... hôpitaux ou maisons de repos qui seraient dit peut-être que votre démarche, on peut s'en inspirer, ou c'est encore trop tôt? La démarche n'est pas encore connue. Elle n'est pas encore connue, c'est là maintenant en fait. Non, c'est maintenant, c'est dans quelques jours. Donc on verra. En tout cas, on sera très attentifs. Et j'avais quand même envie de demander à Gaëlle et à Caroline quelles traces ça vous a laissé, en tout cas maintenant. Je pense que ça en laissera beaucoup d'autres plus tard, mais là maintenant tout de suite, peut-être Gaëlle. Beaucoup trop.
énorme. Je pense qu'en fait, je n'étais pas préparé à ce que j'allais vivre là. Donc, oui, ça va me poursuivre longtemps, bien sûr. J'ai des difficultés à en parler. Il m'est arrivé d'évoquer ce projet avec des amis, avec des proches, et oui, les émotions sont là. J'espère, j'ai envie de revenir à la question politique, peut-être que je zappe un peu la question. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. J'ai envie de croire, j'ai pas la naïveté de croire que ce livre va bouleverser la donne. Par contre, ce ne sera jamais une raison suffisante que pour s'arrêter de lutter. Et finalement, ce projet, alors qu'il n'a pas de vocation politique au départ, peut devenir un véritable objet de plaidoyer. Et ça, c'est très précieux. On verra comment les sphères politiques, les sphères décisionnaires vont s'en emparer. Est-ce qu'ils vont être à l'écoute? Est-ce qu'ils vont entendre? Est-ce qu'ils vont regarder? Hormis le fait que je trouve que la lecture par les deux, par la comédienne et les comédiens, est vraiment magnifique. Ils ont vraiment bien, je trouve, ont très bien incarné les textes. Il y a une très grande simplicité en fait dans ces témoignages et dans ces portraits. C'est une matière brute qui est très accessible, qui est universelle. Et donc, voilà, maintenant, nous, le livre est un moyen de transmission. Il faut que d'autres s'en emparent. Il faut que le livre mène sa vie. Et voilà. Et pour revenir à la question de la trace que ça laisse, oui, je pense que, voilà, je l'ai dans le ventre. Mais je remercie, je vais faire comme Delphine tout à l'heure, je voudrais remercier chacune de ces personnes pour la confiance qui s'est établie pendant les quelques dizaines de minutes que j'ai passées avec chacune de ces personnes. Il y a une magie qui s'est opérée, mais je le répète, c'est pas moi seul dans le studio, c'est vraiment tout le projet dans son ensemble qui a permis ça. Mais c'est aussi toute la beauté et la puissance du processus photographique. C'est qu'est-ce que l'on peut révéler, qu'est-ce que l'on peut montrer. Moi, je disais à chacune de ces personnes, vous savez, je ne vous connais pas. On parlait un peu évidemment avant de commencer à faire les photos, mais j'étais vraiment plus dans l'ordre. On était plus dans l'interprétation qu'autre chose. Et quand j'interprétais quelque chose dans une attitude, un geste, un regard, une posture de corps, mais je m'engouffrais dedans et j'allais y chercher ce que je considérais comme étant la trace. Mais tout ça tient de ce que chacune de ces personnes a bien voulu donner, partager. C'est vraiment une mise à nu et ça, c'est absolument extraordinaire. Vraiment. Caroline, peut-être? Alors moi, la trace qui me reste, c'est d'abord une connaissance, une meilleure connaissance des métiers de l'hôpital et de l'engagement de ces personnes. Et par conséquent, la trace que ça laisse en moi, c'est une très grande joie de savoir qu'il y a des humains pareils. Et c'est une très grande colère. Vous comprenez pourquoi. Donc voilà, je dirais la joie, la colère et une connaissance, une expérience qui me marque pour toujours et qui va continuer à me marquer parce que nous avons tous affaire à l'hôpital. Voilà. Ouais. On a justement Déborah, dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi à la jeunesse du projet, qui interagit, puisqu'elle n'est pas avec nous, on ne pouvait pas être plus nombreux, pour les raisons que nous connaissons. Donc elle dit, il y a aussi la nécessité de se reconnecter avec soi, au travers de son corps et au travers du regard de l'autre. C'est passé aussi par l'accueil et la fraternité des artistes. Et là, je me permets de compléter, Déborah. Je trouve qu'effectivement, quand on a mis en place la lecture avec Caroline il y a quelques jours, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est ce que Gaëlle évoque, c'est la simplicité et l'évidence. Donc, il n'y a pas eu de chipotage, de complexité, de quelles paroles, comment le dire. Il y a eu évidemment un vrai montage de choix, de textes à transmettre, mais il y a comme quelque chose de simple, de pas solennel, que j'aime énormément dans ce projet. Ouais,
parce qu'on n'est pas dans la monstration de quelque chose. Il y a de l'authenticité, en fait. Mais sans être non plus dans une forme de voyeurisme qui parfois pourrait mettre mal à l'aise ou créer un trouble. Ici, on est vraiment dans quelque chose de donné. Et il n'y a pas de censure. Non. Donc les directeurs, les cadres infirmiers, tout le monde a joué le jeu. Caroline parlait des métiers, la diversité des métiers dans un hôpital, elle est incroyable. Et elle se trouve dans Traces. Tous les métiers ont participé, l'ensemble des sites aussi. On voit à travers les images que l'hôpital est multiculturel, donc c'est une forme de miroir aussi. Et ce que je trouve intéressant, vous l'avez un peu évoqué, vous avez un peu déplacé vos métiers. À l'intérieur, ça s'est restructuré aussi. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la compréhension dont parle Caroline aussi. C'est tout d'un coup, il y a peut-être aussi, parce qu'en général, on connaît, on est dans des métiers on court, on est dans une forme de tunnel. Là, il y a une forme d'urgence. En plus, la métaphore de la balle magique, je pense que c'est juste, on voit. On la voit. Mais que quelque part, prendre ce temps-là de comprendre la personne de la morgue ou l'infirmière ou la personne qui va nettoyer ou le psychologue. Il y a la non-hiérarchie un peu fantasmée, ici, elle est très belle parce que tout le monde est concerné, en fait, avec tous les tout corps. le monde a été traité de la même manière à l'intérieur de Traces. Projet, quoi. Ça, c'est important aussi. Moi, j'ajouterais un mot qui me touche dans la question de Déborah Cordier, c'est qu'elle mentionne les artistes. Il y a énormément d'artistes qui se sont mis au service de la société, des invisibles, souvent gracieusement, et qui l'ont fait admirablement. Et eux sont interdits, sont absents aujourd'hui. Et donc cette association, cette œuvre collective que nous avons menée ensemble, a associé quelque part plusieurs catégories d'invisibles, les a fait se rencontrer, se parler, s'encourager, se soutenir, se comprendre. Et c'est peut-être notre avantage aujourd'hui, c'est que nous avons été au cœur des choses grâce au projet de Traces, vraiment. Et je remercie vraiment toute l'équipe des hôpitaux Iris Sud, parce qu'on a été... C'est elle, en fait. C'est vous qui nous avez permis d'apprivoiser les personnes que nous avons rencontrées, sinon ce n'était pas possible. Mais il y a quelque chose aussi que je trouve, très paradoxal, c'est que sans la situation catastrophique de maintenant, ce type même de projet n'aurait même ni été pensé, ni réalisé, ni vécu. Et comme nous, là, maintenant, tout de suite, on est dans une salle de théâtre, je vous passerai le manque cruel de public que je vis à l'intérieur et que nous vivons là maintenant. Et en même temps, on invente, on crée d'autres possibles qui ne remplaceront jamais, bien évidemment, le vivant, le partage collectif. Mais je sais que c'est très délicat à aborder, donc j'arrive pas bien à trouver les mots. Ce paradoxe de cet état de souffrance, d'urgence, d'éveil que nous devons avoir, parce que la maladie est quand même aussi là. Voilà, quelque part... Est-ce que, c'est très délicat comme question, réflexion, est-ce que on peut se dire que ces décloisonnements et ce mélange, et comme tu viens de dire, des communautés d'invisibles, visibles, réinventées autrement, etc., ne donnent pas envie de continuer, de créer autrement et d'espérer sortir de tout ça en gardant ça? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette chose-là? Moi, je pense que c'est précieux, ce qu'on a vécu. On a eu la chance de participer à ce projet et on peut garder ça au fond de soi et on peut travailler différemment. Ce sont vos traces à vous aussi, de traces. Oui, moi je dirais que je ne lâche pas du tout l'affaire sur des... je ne veux pas que ce soit un projet qui s'arrête au 30 juin, voilà, terminé. Maintenant, parlons d'autre chose. Je pense que c'est la naissance... pas que d'un livre, quoi, d'actions beaucoup plus collectives, qui ont beaucoup plus de sens, parce que c'est ça qui est important aussi dans ce projet, c'est de retrouver du sens par rapport à son métier, par rapport à la relation à l'autre, la relation patient, la relation à l'extérieur de l'hôpital. Enfin, ce serait extrêmement, selon moi, dommageable que ça s'arrête là brutalement, parce qu'il y a un manque de conscientisation de l'importance de faire perdurer les choses, les bonnes choses en tout cas. Non, puis je pense qu'on est en manque de lien et que là vous en avez créé. Donc on a créé du lien. Oui. C'est vraiment ça qui s'est passé.
C'est indispensable. Il y a encore, je vois d'autres questions. Pensiez-vous qu'il était possible que notre système de soins puisse connaître une crise aussi importante ? Moi, je ne pensais pas. Moi, je pensais que cela était impensable. Donc, c'est vrai qu'on l'a pris. C'est ça qui est très étrange dans votre démarche, c'est qu'on est déjà dans la restitution d'un objet artistique, pensé, de témoignage, en pleine crise. En tout cas, en pleine urgence. Et donc, effectivement, cette question, elle est intéressante aussi le rapport à l'inimaginable, l'impensable, et en même temps acter déjà qu'il fallait garder trace. Moi, je pense que l'inimaginable et l'impensable étaient imaginés et pensés par les gens concernés, c'est-à-dire par le personnel soignant, par les malades. Je parlais des malades chroniques qui voient comment les soins se dégradent depuis un certain temps. Et comme le soulignait Pascal Chabot, en effet, quand même Pascal Chabot a co-réalisé le film Burning Out il y a quelques années, où on parlait déjà de ce manque de moyens de l'hôpital, de cette accélération de tout, de cette absence de soins au sens le plus noble du terme. Et donc c'était pensable, imaginable pour nous, et ça devient peut-être pensable, imaginable pour la population à partir d'un livre et d'un projet comme celui-ci. Et donc, évidemment, espérons que ça change beaucoup de choses. Et surtout, malgré tout, les vieilles structures, elles sont toujours là. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Et donc, ce n'est que par une prise de conscience collective, et ce livre peut y aider, ces témoignages, tout ce que ces gens nous ont donné, tout ce que ces témoins nous ont donné, alors on peut avancer par la base. Bon, c'est un espoir. J'espère que ce n'est pas qu'une utopie. Mais ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que, bon, on l'a vu, je vais revenir sur les questions d'actualité, c'est pas comme si on ignorait la mondialisation du phénomène. Et je trouve qu'encore maintenant, il y a comme une partie de nos cerveaux qui, en tout cas, quand on est peut-être préservé, qu'on n'a pas eu de maladie directement autour de soi, ou même quand on en a eu et que les gens se sont soignés, il y a comme une non-compréhension ou de la gravité de la situation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça sur l'impensable aussi, où quelque part, pendant des mois, il n'y avait pas de raison que... C'est comme le phénomène de Tchernobyl où ça s'est arrêté aux frontières. Enfin, c'est ça qui était impensable aussi pour moi, c'est de croire que c'était impensable. Donc voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de publier Trace et de le faire sortir en librairie aussi, en se disant qu'on ne pouvait pas garder ça pour nous. Il fallait qu'on en parle à l'extérieur aussi, qu'on en témoigne, que les familles des patients comprennent ce que les membres du personnel ont vécu, ce que les patients vivaient en direct. C'est important de partager. Moi, j'ajouterais, pour rejoindre la dimension politique, cette question qui dit comment pourriez-vous dire les choses de manière à ce que... La question de départ qui était vraiment comment pourriez-vous en parler comme vous seul pouvez en parler. Cette question-là est politique. La politique, c'est le lieu de la parole personnelle, de la parole engagée. C'est ça la politique. C'est pas autre chose, finalement. Alors, il y a Déborah qui continue à réagir. Merci à elle. Alors, l'art du soin et les artistes portent les questions de l'humain et les questions du vivre ensemble. Ben oui. Donc, c'était plus une réaction. Alors, il nous reste un peu de temps pour échanger. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, il y avait la question du portrait qui vous a le plus marqué ou qui a été le plus difficile à recevoir. Donc là, c'est une question pour Gaëlle et Caroline. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que un spécifique ou pas spécialement ? Caroline ? Moi, c'est l'ensemble, ils sont inséparables. Quant à avoir souffert ou avoir été en difficulté, non, jamais. Parce que l'écrit, c'est mon univers. Et donc, à la fois, j'accueille, je prends tous ces témoignages dans leur profondeur, mais j'ai quand même mon expérience, comme vous l'avez, et comme toutes ces personnes que nous avons vu à l'écran long, qui permet de poser un acte médical avec distance, tout en étant parfaitement impliqué dans cet acte. Et je pense que c'est mon cas, et c'est le cas de Gaëlle aussi. Il y a toujours, nous sommes à la fois au cœur des choses, et en même temps, nous avons ce recul lié à notre métier et à notre expérience. Gaëlle ? Je ne vais certainement pas faire émerger un portrait plutôt qu'un autre. Les 145 personnes
qui ont participé au projet l'ont toutes faites avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité. Évidemment qu'il y a eu des séances très bouleversantes pour elle et pour moi. Mais non, il n'y a pas de raison de retenir un portrait. C'est une expérience collective. Et moi, je retiens un ensemble. Alors, il y a des portraits qui me parlent plus que d'autres, etc. Ce que je retiens, c'est l'extrême puissance de ce qui s'est échangé, de ce qui s'est passé dans ce studio. Et voilà. Mais il y a un truc que vous avez soulevé tous les deux que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelque part une énergie qui a été donnée. Donc on est évidemment dans une gravité, donc quelque chose de très émouvant. Mais pour ma part, je trouve jamais ni lourd ni pénible. Et je trouve qu'on parle d'humain beaucoup, là, qu'il y a quelque chose de porteur aussi. Et je trouve que c'est très important à souligner dans le projet. On n'est pas dans le pathos jamais. Et je trouve que l'acte est artistique et politique et votre démarche se rejoint à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans pardon pour les journalistes, mais on n'est pas dans du journalisme sensationnel ou quelque chose de l'ordre de nous vivons quelque chose de grave. Ça, c'est un fait, c'est établi, ça y est, ça, on l'a intégré. Et même dans les lectures des comédiens, j'aime bien, il y a quelque chose qui électrise un petit peu. Et je trouve que c'est très, très fort et très, très juste. Et bon, c'est pas une question, c'est un témoignage. mais c'est important, cette énergie qui circule entre les personnes aussi. On a décidé assez rapidement, au début de la crise, avec la direction, d'accepter que certains journalistes, que certains photographes viennent en unité Covid et fassent des reportages. Mais là, on était dans l'instantanéité, en fait. Et là, c'était plus sur dire, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, voilà des images avec des patients qui sont jeunes et qui sont en soins intensifs. Et là, Trace apparaît comme un autre objet, en fait. C'est pourquoi il y a une mobilisation artistique, effectivement. Enfin, et c'est ce que la dimension artistique apporte en plus. Donc, il a fallu expliquer aussi aux membres du personnel que ce n'était pas la même démarche. Oui. Que Gaëlle n'allait pas les photographier dans leur milieu. Au départ, il y avait un peu une confusion. Moi, je préférerais être dans un couloir. Est-ce que je dois garder mon uniforme ? Enfin, ça, c'était assez... Il a fallu expliquer ça. C'était le travail de Chiara, de démystifier un peu tout et d'expliquer le dispositif. Ce qui fait, j'imagine, que certaines personnes ne sont peut-être pas senties concernées ou pas forcément. Non, vraiment, il y a eu une adhésion parce qu'il fallait aller les chercher où ils étaient, en fait. Parce que des appels à la participation sur nos plateformes web, c'est pas lu. Il faut vraiment aller chercher le soignant où il est pour qu'il ait envie de sortir, finalement, de s'exposer d'une certaine manière et de plonger en lui-même. Et là, on a été aidés par les équipes sur le terrain qui ont fait remonter les infos et qui ont fait connaître Trace et qui ont dit Gaël est là, il est dans le studio. Tout le monde a compris, en fait. Et en fait, les gens ont compris. Et là, maintenant, moi, mon sentiment, c'est l'attente, en fait. On est impatient de pouvoir partager ça avec les membres du personnel. C'est encore une autre dimension. Ah oui, ça va être... Moi, j'aimerais bien quand même saluer les journalistes parce qu'ils font aussi un travail dans l'ombre qui est formidable et qui est extrêmement important. Ce sont simplement deux lieux différents, tout à fait. Très différents, des temporalités différentes. Et nous, on est peut-être plus dans le récit, en fait, le récit individuel. Voilà, tandis que les journalistes, ils sont là pour nous montrer une situation urgente et leur réaction est vraiment très, très importante et très précieuse, je dirais. Alors, il y a une question assez essentielle sur le chat, il y en a d'autres. Qu'avez-vous envie de répondre à ces gens qui, toujours, à l'heure actuelle, pensent que la Covid est une invention, une manipulation politique ? Donc là, je me tourne quand même vers les milieux hospitaliers. Ces personnes, en général, on a un peu de mal avec ce type de questions. Moi, j'aurais envie de leur dire d'ouvrir le livre et de plonger, quoi. Voilà. Et on en reparle après. Et on en reparle après, exactement. Oui, vraiment. Et puis d'écouter aussi les comédiens ici. Si on n'a pas envie de lire, on peut au moins s'imprégner d'écoute, par l'écoute.
Encore une autre question. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour ne plus jamais nous retrouver dans une telle détresse, dans une telle situation de crise? Alors là, alors est-ce que c'est des leçons que nous pouvons tirer nous, ou encore une fois que le gouvernement doit tirer? Ça, c'est une autre question. Peut-être une réaction sur cette question qui nous est posée de l'extérieur? Alors moi j'ai envie de redonner la parole justement aux témoins avec 2 petites phrases. L'un d'eux a dit « Après la tempête, nous redeviendrons un sujet d'oubli, ce qui serait évidemment abominable. » Et l'autre a dit « Mes mots m'ont fait ressentir que je devais donner une autre forme à ma vie. » Et c'est bien ça, c'est qu'il faut donner une nouvelle forme à cette société. Voilà. Alors, est-ce que ça se fera ou pas? Je ne sais pas, mais entre l'oubli et donner une nouvelle forme, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, vraiment. Je trouve ça très fort tout ce qu'on est en train d'échanger. Alors, je prends encore 2-3 questions. Faut-il passer par la violence pour que les choses changent et que les injustices dont sont victimes le monde hospitalier? Je ne crois pas, car quand je vois ce type de travail, il est possible de faire passer un message autrement que par la violence des mots ou des gestes. On est dans un monde qui souffre du manque d'humanisme et c'est grâce à des acteurs comme vous qu'on peut évoluer les mentalités et se battre pour ceux qui souffrent. Alors la question est-elle, faut-il passer par la violence pour que les choses changent et que les injustices... La question a été coupée. Alors, il y a une autre question sur la diffusion du livre au grand public. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Donc, le 22, le personnel hospitalier... À partir du 22, les membres du personnel vont recevoir le livre de manière tout à fait individuelle. Et là, on a prévu vraiment des séances de distribution avec les acteurs, avec les participants, pour qu'ils puissent échanger avec les autres membres du personnel qui n'ont pas participé à l'expérience. Et donc, on se garde ce livre pour soi, pour les hôpitaux Iris Sud pendant une grosse semaine. Et ensuite, le livre sera disponible en librairie. Un peu partout en librairie. Un peu partout. Et oui. J'ai peut-être une réponse, enfin une tentative de réponse par rapport à la violence. C'est que moi, ce que j'ai entendu de la part des soignants, c'est qu'ils n'ont pas le temps de sortir dans la rue pour manifester. Parce qu'ils sont tout le temps dans le soin. Ils ne peuvent pas, et nous disent, on ne peut pas abandonner nos patients pour faire grève. Ah non. Donc c'est ça la réponse. Quelle violence? Je pense que tous les jours à l'hôpital, il y a de la violence sous forme de douleur, de fatigue, parfois de tentatives d'abandon. Mais voilà, ils sont là, ils restent là. Oui, tout à fait. Oui. Et puis il y a quand même il y a un rapport où on en demande beaucoup aux gens. Enfin, j'ai l'impression que c'est à l'infini. Et la violence, là, elle est terrible. Il y a une pression infinie. Voilà, je pense que les gens qui craquent doivent culpabiliser. Il y avait un témoignage comme ça d'une dame qui tombe malade et qui, quelque part, s'en veut de tomber malade parce que, du coup, elle n'est pas active. Donc, il y a toute cette relation-là aussi sur l'utilité de ces fonctions qui ressort effectivement très fort. Donc, oui, le lien aussi avec les membres du personnel qui étaient en télétravail, qui se sont sentis à l'extérieur de ce qui se passait sur le terrain. Dépossédés de quelque chose. Dépossédés, donc tout ça c'est à construire aussi. Quoi. Les fossés se sont creusés, donc maintenant il faut trouver des solutions pour rapprocher ces mondes. Oui, on est encore à l'ère du pansement, malheureusement, et pas encore du soin. Enfin, ça me paraît clair, mais, de manière générale. Juste d'un point de vue un peu plus concret, donc effectivement, donc le livre, vous allez voir, on pourra le recevoir. Par rapport aux témoignages, enfin aux lectures de témoignages et au montage photo qui ont été faits, je voulais remercier vraiment l'équipe de Movies parce que là aussi, il y a un rapport au montage et à comment mettre les photos sur cet objet sans dénaturer le projet en très peu de temps, parce qu'on a fait ça il y a quelques jours. Donc du coup, j'avais quand même envie de dire aussi que tout ça sera disponible sur le site du théâtre, mais après, comme Delphine a précisé, ce moment d'entre-soi à 2000 personnes. On l'ouvre. Voilà. Et donc voilà. Gaëlle, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous dire par rapport à tout ce qu'on raconte? On t'oublie, pardon. Par rapport à la violence, dans le texte de Pascal Chabot, à un moment, il a écrit il y a des visages qui n'oublient pas ce qu'ils ont vu ou qu'ils ont traversé. Et effectivement, il s'agit de ça.
je pense que ce livre est plein de violence, mais c'est pas le livre en soi, c'est pas l'initiative, c'est pas le projet qui est violent, c'est ce que ces gens, c'est ce que chacune de ces personnes a subi, a traversé, et il y a là, je pense, suffisamment de violence que pour répondre à la question de faut-il passer par la violence. Ce livre en contient énormément. Maintenant, à chacune et à chacun de s'en emparer, d'en faire quelque chose. Voilà, je voulais juste réagir par rapport à cette idée de la violence. C'est très important. Aussi dire, je reviens à l'aspect plus pratique, ce qui est, je trouve, important aussi, le livre sera bilingue, enfin, il y a une version néerlandophone et une version francophone, parce que évidemment, plus que jamais, c'est pas le moment de cloisonner. En plus, on parle des hôpitaux Iris-Sud à Bruxelles. Je trouverais intéressant qu'il y ait une version anglophone pour encore plus universaliser, mais j'imagine que c'est une question de moyens. C'est pas pour tout de suite, mais encore une fois, ouvrons, décloisonnons, créons des liens improbables. Il y a d'autres projets en cours aussi, exposons ces photos. Oui. Entendons ces textes. Écoutons les textes. Il y a de très belles choses à suivre, je pense. Je souhaite faire un dernier tour de table à chacune. Peut-être Gaëlle, comme un dernier mot de clôture d'une chose qui démarre. Donc, c'est peut-être pas la chose la plus facile, mais par rapport à notre soirée de maintenant, dans le cadre de ce festival, d'avoir pris le temps de parler de cette démarche improbable. Oui, bon, moi j'ai trouvé, j'ai envie de rebondir sur le montage. C'est encore une autre déclinaison de la manière de montrer cette matière. Plus il y en a, mieux ça vaut. C'est une matière qui existe pour être utilisée, pour être partagée absolument. Et voilà, j'apprécie vraiment et je sens dans cette équipe Trace une très grande ouverture par rapport à toute forme de proposition qui pourrait nous être faite que pour que le travail vive et vive sa vie, justement. Il y a un site internet aussi dont on n'a pas encore parlé, mais il y a un site internet qui est en cours de création et qui va reprendre pas toute la matière, c'est impossible, mais une partie de la matière avec de nouveau un choix de portraits et un montage et une narration au travers d'une séquence de texte, et tout ça sera accessible évidemment sur le net. Donc là, on peut espérer encore toucher un autre public qui n'aura pas vraiment le réflexe ou la connaissance de l'objet du livre. Donc voilà, merci d'avoir organisé ça, vraiment. Merci Edith et merci au théâtre. Avec plaisir. Je trouve ça très important de continuer à tracer ces traces. Peut-être Delphine, une réaction? Moi, j'ai envie de raconter une petite anecdote. J'ai accompagné Gaëlle avec Déborah chez l'imprimeur il y a quelques jours. Et là, on a rencontré un imprimeur en Flandre qui nous a confié qu'il avait lu les témoignages, en fait. Alors, un imprimeur qui lit les livres qu'il imprime, c'est pas courant. Il était très touché, il avait les larmes aux yeux. Et alors, il y avait tous ces tas de feuilles avec tous ces portraits qui s'imprimaient. Il s'est passé quelque chose de magique à l'imprimerie. Et là, on a été tous très touchés, très émotionnés. Et là, on a senti qu'il fallait qu'on était sur la bonne voie, en fait. Encore plus. Le puzzle grandit. Oui. Chiara? Moi, je rebondirais sur le dernier témoignage qu'on a entendu. Je n'ai aucune envie de renvoyer un quelconque soignant à son invisibilité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir conviés. Et évidemment, à toute l'équipe qui est ici, qu'on ne voit pas, d'être aussi professionnel, sérieux. Voilà. Pas du tout invisible, hein. On vous voit. Et Caroline, comme mot de fin? Mais moi, comme mot de fin, j'ai envie de confier mon plus beau moment. J'avais reçu tous les textes chez moi, dans le confinement. Et puis, j'ai eu la chance de participer à une journée à l'hôpital Molière où j'étais dans le studio de Gaël, dans ce lieu protégé où il accueillait les témoins, les personnes, et où il s'entretenait 10 minutes avec eux avant de commencer une séance dans le silence. Et moi, j'étais là comme une petite souris dans un coin et je glanais des mots au vol. Et à l'extérieur, il y avait vous qui nous attendiez. Et c'était un moment tout simplement merveilleux que j'oublierai vraiment jamais, jamais. Voilà, c'était ma récompense après avoir été dans la distance pour accueillir tous ces textes.
C'est très beau. Merci vraiment à vous Merci toutes et tous. Merci. Maintenant, je vais vous parler de demain. Donc, mais n'oublions jamais ce qui a été dit aujourd'hui. Demain, on va aussi en fait être dans un rapport sur l'invisibilité parce qu'on passe sur la question des récits féminins qui était très 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 importante pour moi. Donc là, on revient à notre relation à la Corée du Sud, qui est quand même le moteur du festival et de ses voyages immobiles. Pourquoi à la Corée du Sud? Simplement parce que c'est le pays développé où il y a le plus grand clivage économique entre les hommes et les femmes, où la condition féminine est très dure, le taux de maternité est très bas. Donc je ne vais pas vous faire un portrait complet de la Corée du Sud et qu'il ne faut pas oublier que le but n'est pas de pointer nos voisins, mais de se questionner aussi sur nos réalités à nous. Et donc demain, nous consacrons une journée complète avec un éventail, j'espère, le plus large possible sur ces notions de récit féminin, avec différentes propositions. Et nous allons avoir Victoire de Changy qui va partager avec nous son ouvrage La paume plus grande que toi. Nous avons aussi créé une performance musicale avec Mock et Nancy Nkouzi que vous voyez maintenant à l'écran. C'était aussi un très très beau moment suspendu qui parle de maternité, de quelque chose de très doux. Ensuite, après cette rencontre avec Victoire, Mélanie Godin, l'éditrice, et la diffusion de ce document, de cette lecture filmée, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un festival de littérature, nous allons aussi également avoir un moment que moi j'estime privilégié avec Lorraine Bastide, qui est donc journaliste et qui développe ce podcast qui m'est cher, qui s'appelle La Poudre. Et je suis très heureuse parce qu'elle vient à Liège. Donc on parlait d'humain et de rencontres et c'était important pour nous de se rencontrer vraiment à travers les caméras. Et nous allons introduire sa rencontre autour de son ouvrage Présente, qui parle des corps des femmes dans la société, par un extrait de lecture de Bienvenue, qui est d'une auteure coréenne lue par Cathy Min-young. Alors, l'auteur Kimi Seol, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours, on vous diffusera aussi un court entretien. Et donc ça va être une journée multiple. Il y aura aussi un échange sur le temps de midi avec 3 actrices qui ont décidé de nous livrer des textes. Mais donc on sera vraiment sur quelque chose qui ouvre, qui questionne et qui remet la place des corps féminins au centre, sans exclure bien entendu les hommes non plus, parce que c'est très important de créer du dialogue tous et toutes ensemble. Donc voilà, ce sera le programme de demain. Alors vous allez aussi retrouver le replay de nos échanges de ce soir sur le site internet des Demain, mais le document donc ne sera pas diffusé, comme on l'a dit, pendant l'entretien de la lecture, le temps que les équipes des Hôpitaux Iris Sud découvrent d'abord l'ouvrage et ensuite, ne vous inquiétez pas, nous le retrouverons sur nos sites. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Et à demain. 벌써 며칠째 소문이 학교에서 돌아오는 길에 무장면이었다. 그런데 어제까지 개울 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고